Bonjour à tous, on se retrouve pour l'interview suivante avec Francis Caïvan. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous présenter ton parcours? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Enfin, nombreuses audiences. Tout à fait. Là, On a fait ça le comble là. C'est super, merci beaucoup. Écoute, mon parcours, j'ai commencé à m'intéresser à la bourse dans les années 95-98. Je me suis mis un peu plus à m'intéresser à l'action du prix sur les marchés à travers quelques formations que j'ai fait au début des années 2000. Et après un parcours où j'ai commencé à apprendre à trader sur les contrats futurs, je résume, 4 ou 5 ans d'apprentissage. J'ai géré un family office pendant une dizaine d'années. J'ai monté une structure de coaching en 2018 et maintenant, depuis 2017-2016, je suis principalement investisseur long terme sur les crypto-monnaies et je continue encore à coacher quelques personnes, mais d'une façon différente que celle que j'avais envisagée au départ. D'accord. Et donc, c'est quid de The French Tortue, pour le dire. Alors, The French Tortue, c'était une expérience qu'on a voulu mener avec un ami trader professionnel, un peu à la ressemblance de ce qu'avait été l'expérience des Turtles aux États-Unis, des cartes, et en pensant qu'avec en proposant aux gens un système avec de la discipline, de la rigueur et un cadre, en les coachant tous les jours, on allait en faire des avions de chasse. Alors, pour une partie, finalement, ça s'est passé, et pour une autre partie, ça a été plus compliqué. Donc, une expérience très, très enrichissante, puisque la société existe toujours, et elle évolue d'ailleurs, mais je suis obligé de constater et de dire que les ratios de l'AMF concernant les traders particuliers, où il y a environ 90 à 95% des gens qui perdent sur les marchés, se sont un peu confirmés. Donc en fait, l'expérience des tortues, c'était une utopie un peu pour moi, où j'ai cru que j'allais pouvoir faire des bons traders, parce que je suis aussi passé par des expériences difficiles. Mais il faut éventuellement et évidemment beaucoup travailler et aussi pouvoir tenir face à l'argent qu'on peut perdre sur les marchés, évidemment. Très bien. Alors, tu as sorti un nouveau livre. Enfin, le premier. Le premier livre, excuse-moi, oui. Qui se concentre sur le trading intraday. Et tu as précisé, tu as dit un peu plus, parce que c'est vrai que tu mets un peu l'accent sur l'aspect comportemental, l'aspect psychologique quelque part, parce que bon, le trading c'est à la fois du fondamental, du technique et aussi du psychologique. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors, moi je me suis rendu compte quand j'ai commencé le trading, en fait on était tout de suite face à ses propres émotions. Le trading, c'était un très bon reflet de notre profil psychologique. Ouais. Et je connais pas en tout cas de personnes qui tradent ou qui s'intéressent au trading qui sont pas impactées à un moment ou un autre sur le marché parce que la gestion de la position est difficile, parce qu'ils ont peut-être perdu un peu de lucidité, que le drawdown est dépassé, etc., etc. Donc pour moi, à un moment donné dans mon évolution personnelle et puis dans mon travail aussi, quand je gérais le fonds, parce que quand on trade pour soi et qu'on trade pour les autres, avec l'argent des autres, c'est pas non plus tout à fait la même chose. Il y a des contraintes qui sont pas les mêmes, mais la partie psychologique, j'allais dire, est tout aussi importante. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait une formation en psychanalyse et en analyse jungienne pour comprendre les fondamentaux de l'inconscient. Pourquoi il y en a qui vont développer une forte aversion au risque, pourquoi il y en a qui vont faire de l'auto-sabotage avec le trading, etc. Tous les biais comportementaux. Et en fait, chaque trader, on pourrait dire que chaque trader a un profil psycho-émotionnel type et que dans sa démarche, entre le début et là où il voudrait aller, son rêve absolu de liberté dans le trading, eh bien, il faut qu'il découvre exactement quel est son profil psycho-émotionnel, qu'il sache gérer ses biais comportementaux. Je dis gérer, je dis pas éliminer, c'est pas possible. Bien sûr. Et aller vers, j'allais dire, le trading qui lui correspond. Alors ça peut être donc pour certains du scalping peut-être, j'en sais rien. Moi c'est pas mon truc parce que je suis pas un scalper. Ça peut être du swing trading, ça peut être du positional trading, ça peut être de l'intraday, mais avec ou sans indicateur. Mais en tout cas, il faut qu'on se reconnaisse
Et c'est pour ça que c'est si particulier et qu'on ne peut pas être le clone de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trader, moi je ne peux pas trader comme vous, comme vous, comme vous. J'ai mes particularités, c'est ça qui est très important. Et ces particularités, elles sont surtout psycho-émotionnelles. Et il faut bien les connaître. Est-ce que tu les as, je dirais, cartographiées et exposées dans ton livre? Oui, il y a toute une partie dans le livre, c'est la partie 3, qui est consacrée à la psychologie, avec l'identification des biais comportementaux, certaines clés, parce que les clés elles peuvent pas être génériques, hein, bien entendu, ce sont des clés qui peuvent en tout cas être appliquées, dans lesquelles on peut se retrouver, et une évolution à travers certains exemples de la manière dont on peut gérer en fait son stress ou sa psychologie face aux situations de marché. Voilà, comment on peut perdre complètement la lucidité, ce qu'on appelle le gel psychologique. On est en état de gel psychologique parce que on a continué de moyenner. Par exemple, voilà, moyenner, moi j'ai rien. Je vais être tout à fait honnête, hein. Il y en a plein qui vous diront, oui, faut pas moyenner, faut pas moyenner. Ça dépend comment on moyenne. C'est pas le débat. Il y en a qui vous diront, faut mettre un stop, faut mettre un stop. Je dirais, ça dépend. Vous mettez un stop. Ça, c'est des faux problèmes. Le vrai problème, il est dans la manière dont on va gérer une position avec nos règles propres qui vont être appliquées le plus systématiquement possible. Et donc, c'est là où je dirais que le discrétionnaire peut rejoindre le systématisme, de mon point de vue. D'accord. Donc finalement, la façon dont tu l'exposes dans ton livre peut nous permettre de faire, on va dire, un focus sur la façon dont on aborde les marchés. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a une partie, il y a trois étapes dans le livre. Hein. Il y a une partie un peu initiation parce que il y a des gens qui s'intéressent au trading qui n'y connaissent rien, donc j'en coach encore de temps en temps. Ça m'arrive, mais de moins en moins souvent parce que je fais d'autres choses et j'en parlerai peut-être à la fin de la manière dont je peux coacher les gens. Mais il y a une partie initiation, une partie perfectionnement où on va rentrer plus dans le détail de l'analyse de l'action du prix. Parce que pour moi, la principale chose à connaître quand on veut être sur les marchés financiers, c'est comment et pourquoi le prix se déplace. De là à là, ou de là à là. Si on ne sait pas pourquoi, enfin quand je dis on sait, si on n'a pas une certaine connaissance, parce qu'il y a une connaissance en tant que trader particulier qu'on n'a pas, puisque on n'a pas accès à toutes les données de marché. Bon, mais cela dit, quand on a connaissance un minima de pourquoi le prix va de là à là ou de là à là, on a déjà fait un grand pas. Voilà. Ça c'est la partie perfectionnement. Après, on va passer à une étape où on va détailler plus des actions qui sont liées à la théorie de l'évolution du prix à travers les vagues, les reports de vagues. Alors, c'est ni les vagues d'Elliott, ni les vagues Ishimoku, c'est un petit peu un mélange des deux. C'est lié un peu à mon expérience, hein, en fait. Ce que j'ai compris, moi, du marché. Et puis, il y a un trading plus traditionnel à base de certains indicateurs, mais plus spécifiquement pour le swing trading. Parce que je parle de l'intraday, du swing trading et un peu du positional trading aussi, mais très très peu. Et la troisième partie, pour moi la plus importante, c'est la partie psychologique. Voilà. D'accord. Alors, justement, on a tous un comportement psychologique différent, oui, mais est-ce qu'on n'a pas une qualité mentale finalement qu'on aurait tous en commun et qui nous permettrait d'être un bon investisseur? Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus? La peur. Oui, d'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué à travers, ça fait plus de 25 ans que j'ai mis le nez dans les marchés financiers, en tant que tout débutant, boursicoteur sans une grosse connaissance, une connaissance du fondamental, mais pas de l'action du prix. Et donc j'ai vécu à peu près tout, hein. J'ai perdu de l'argent, mais par chance je pouvais en remettre, et j'ai pas vendu ma maison, donc c'était déjà pas mal. Mais oui, la peur, parce que la peur tu la rencontres toujours à un moment donné, parce que ou tu te crois le roi du pétrole, parce que tu as gagné, et que tu crois que tu as tout compris, ou tu as peur parce que tu as peur de tout perdre, ou de perdre ce que tu as mis. Donc il y a la peur, elle va toujours se déclarer. Donc c'est l'élément commun chez le trader, c'est comment affronter la peur quand elle se déclare. Même la peur de gagner. Parce que j'ai des gens que je coach, pas techniquement, mais psychologiquement, qui ont un problème avec la peur de gagner de l'argent
Et c'est lié à leur conditionnement familial, à leur conditionnement social. Et le fait d'avoir l'image de quelqu'un qui joue en bourse sur les marchés financiers et qui gagne de l'argent, eh ben ça leur pose un problème de reconnaissance sociale par rapport à leur. Donc c'est grave quand même. Donc tu vois que la peur, elle se situe à plein de niveaux différents. Donc pour moi, c'est le point commun. Et donc quand tu sais affronter ta peur, c'est déjà un gros point. C'est vrai que j'ai tendance à voir ça comme un frein. Et je le vois toujours comme ça là tout de suite. Alors du coup, durant tes 9 années en tant que gestionnaire de Family Office, finalement, comment est-ce que ce sentiment a influencé tes stratégies d'investissement? Alors, quand on gère de l'argent pour les autres, donc quand moi je me suis occupé, c'était un family office qui avait 25 millions d'euros de capitaux. Moi, je m'occupais d'environ 5 millions d'euros, entre 5 et 6 millions d'euros sur la partie plus spéculative, sur des contrats futurs. Donc avec une exposition sur quelques jours en fait, en essayant, on voulait faire du rendement avec cette petite partie du. Donc il y a des règles qui sont complètement différentes parce que tu dois rendre des comptes. Tu rends des comptes à quelqu'un qui a une forme de, comme dans une banque, hein, t'as un superviseur qui te dit, t'attends, t'as une tolérance au risque de temps. Bon, il y a des paramètres parce que auxquels la plupart des traders particuliers n'ont pas accès. Les plateformes Bloomberg, il y a plein de choses où on a des informations que les traders retail n'ont pas. Donc, tu dois aussi adapter ton trading ou la manière dont tu vois le marché et la manière dont tu veux intervenir. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est appris à avoir une forme de prudence, mais qui suis un trader plutôt agressif. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre 50 ans. Pardon? On ressent tous que tu es agressif comme trader. Oui, non, mais je veux dire, pas méchamment. Bien sûr, bien sûr. Tu comprends? Non, ce que je veux dire, je suis quelqu'un, je vois le marché, j'ai tellement des automatismes, si tu veux, que quand je dois prendre une décision, je me pose pas 50 000 questions. Est-ce que j'attends encore une confirmation de ceci? C'est pour ça que j'ai presque pas d'indicateur. Moi, c'est le prix qui compte, les zones de prix. Le quantitatif, les profils de volume ou market profile, comme vous voulez, en tout cas, où les acheteurs et les vendeurs agrègent leur position pour intervenir, parce que n'importe qui regarde un graphique avec un peu de temps va comprendre que le marché, il va de zone en zone tout le temps. Donc 90% des cas. Donc quand il a été de zone en zone et qu'on a compris ça, ben voilà. Donc quand on gère un family office, ben on doit répondre à une sorte de contrôle du risque qui n'est pas exercé par toi-même. Donc tu dois mettre en balance ta vision du marché, la manière dont tu veux intervenir dans le marché et le risque auquel tu dois, le contrôle du risque auquel tu dois te conformer. Donc ça, voilà, là tu as des comptes à rendre. Alors que quand tu trades pour toi-même, tu n'as de compte à rendre à personne. Et quelque part, c'est très bien d'avoir des comptes à rendre quand on trade, parce que quand on a des comptes à rendre qu'à soi-même, ben, on peut faire en général tout ce qu'on veut en fonction de l'état du jour, l'état du moment, l'état émotionnel du moment. Oui, tout à fait. Alors, ton livre, où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, mon livre, on peut le retrouver sur Amazon, sur le site des éditions Arnaud Framel. Pardon? Ah oui? Il y a quelques librairies. Il y a quelques librairies qui l'ont, je pense, voilà. Et puis on peut le retrouver ici. Oui, alors tu en as apporté quelques-uns. Alors on est à la fin de. Disons qu'on est. Si vous avez des questions, je suis preneur. On est à la fin de je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, ok. Ouais. S'il y en a qui ont des questions, pas de souci. Non, pas de questions. Ok. Alors on arrive à la fin. Voilà, donc non, j'en ai apporté quelques-uns. Ils sont là, je les ai pas apportés pour les vendre, je les ai apportés pour les offrir à ceux qui le voudraient, avec qui veut une dédicace ou pas. Oui. Moi, je t'en prends un. Merci, c'est gentil. Oui. J'entends pas bien. Oui. Non. Alors, c'est une très bonne question. Et je dirais que les deux, mon colonel. Parce que à un moment donné, dans l'évolution du trader, il faut que techniquement, on ait
suffisamment de compréhension et de compétences pour mettre en place des stratégies. Ça, je dirais, c'est la partie technique. Et c'est pas parce qu'on a la partie technique que émotionnellement on va être capable de mettre en place la stratégie. Parce que quand on sait très bien que on va pas appuyer sur acheter ou vendre et que d'un seul coup on va faire le TP en ligne droite. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas la plupart du temps comme ça. Donc c'est pour ça que il faut être à la fois un bon analyste technique ou fondamental, donc et aussi avoir compris comment on fonctionne au niveau de la gestion de notre stress. Et on peut très bien reconnaître qu'on n'y arrive pas. C'est pas, je veux dire, finalement, moi je croyais que tout le monde pouvait y arriver, mais non, parce que c'est pas parce que j'ai réussi que tout le monde peut réussir. Il y a des gens, je suis obligé de dire, qui n'y arriveront jamais, 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 jamais. C'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils ont peur et qu'ils n'arrivent pas à gérer leur stress, et que j'en ai, ça fait 5 ans que je les suis. Techniquement, ils ont tout compris. Ils ont passé des heures à bouffer des graphiques, à chercher à droite, à gauche. Moi, je leur ai apporté ce que je pouvais. Ils ont cherché là. Ils sont même peut-être trop dispersés. Et psychologiquement, ils répètent sans arrêt la même boucle où, ils retombent dans les travers. Donc, il y a un moment donné, je leur dis, moi, je ne peux rien faire. Même psychologiquement, même si je fais du coaching de comportement, je ne peux plus rien faire pour toi. Tu dois te mettre face à toi-même et te dire, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire et où est-ce que je dois changer ce que je dois faire? Parce que quand on a passé beaucoup de temps à faire quelque chose, on a du mal à se dire qu'il faut faire autre chose, qu'il faut peut-être changer. Voilà. Donc en fait, les deux sont très importants, et il y a des très bons analystes qui seront jamais des bons traders. Alors que pour être un bon trader, il faut avoir une bonne gestion de son stress et être un bon analyste aussi. Voilà. D'autres questions? Non? Bon. Está bien. Sí, voilà. Gracias. Eh bien, merci à tous. Oui, merci. Alors, je reviens sur ce livre. Donc, si vous voulez un livre, ils sont offerts, voilà. J'ai demandé à mon éditeur, est-ce qu'on peut en offrir, parce que, voilà, je trouve que c'est mieux de les offrir, de transmettre. Moi, j'aime la transmission. Donc, voilà, j'offre un livre. Oui. French Tortue, c'est définitivement mort, ou est-ce que The French Tortue formation, c'est définitivement clos? Alors, The French Tortue, ça a été une belle expérience. C'est pas mort puisque la société existe toujours. J'ai passé beaucoup de temps et d'énergie et personnellement, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai dû la mettre en pause. Mais c'est pas mort puisque ça existe toujours, et je coach toujours des personnes. Mais je vais dire, c'est au gré des rencontres, parce que, comme j'ai dit, j'organise des ateliers au Pays Basque sur la vulgarisation de la blockchain et des crypto-monnaies. J'ai monté, donc j'ai monté un fonds spécifique crypto-monnaie qui, les souscriptions arrêtent à la fin du mois. Donc, avec un ami, on a monté ce fonds. Et je m'occupe plus que de l'investissement long terme sur des crypto-monnaies, uniquement sur des crypto-monnaies. Le coaching, j'en fais un peu au gré des rencontres. Dans cet atelier, j'ai des gens qui m'ont demandé des coachings que j'ai fait avec grand plaisir. Pour certains gratuitement, pour d'autres pas. Ça dépend un peu des profils. Mais c'est un peu au gré des rencontres. Et si je sens en fait que les gens sont motivés, oui. Mais j'ai beaucoup donné gratuitement. Et les gens, pour moi, veulent aller trop vite et trop de résultats. Ils pensent que c'est facile, c'est très difficile. Il faut travailler beaucoup. Voilà. Donc, moi, ça va. Maintenant, je fais pour moi surtout les choses qui m'intéressent. Et puis, s'il y a des rencontres, bien sûr, je m'occuperai, parce que j'aime partager, donc je m'occuperai toujours des gens. Ouais. Merci. Parfait. Merci à tous. On se retrouve pour la dernière interview avec Karen tout à l'heure.